Merci beaucoup. C'est vraiment une très grande fierté pour nous que ce sommet, pour la première fois, ait lieu en Afrique au sud du Sahara. C'était un défi et nous sommes vraiment très fiers que le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien, le peuple ivoirien ait été à la hauteur. Monsieur le vice-président, merci, c'est vraiment une fierté pour l'Afrique. Quand nous disons que l'Afrique est prête à prendre son destin en main et à résoudre ses problèmes, peut-être certains ne nous prennent pas au sérieux. Mais après avoir vu ce qui s'est passé à Abidjan, je crois qu'il n'y a plus de doute. Merci encore. Les débats ont été francs. On s'est parlé franchement. Parce qu'il ne suffit pas d'accuser. Bien sûr, nos frères européens ont des responsabilités, mais nous aussi, nous avons des responsabilités. D'abord, en ce qui concerne les réfugiés, ce ne sont pas les Européens qui viennent organiser des trafics, c'est nos propres concitoyens. Donc, il faut que nous prenions nos responsabilités, reconnaître que nous avons une responsabilité et qu'on s'engage à lutter concrètement contre ces trafiquants. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants. Et ensuite de saisir tous les comptes. Le président Idriss Déby a saisi déjà 18 milliards. Je pense que le président Issouf encore plus. Mais le président Macron nous a informé qu'il y a aussi des comptes au Moyen-Orient, à Dubaï et autres, et le secrétaire général des Nations Unies qui a aussi des comptes en Europe. Donc, chaque pays a la responsabilité de lutter pour fermer ces comptes. Ensuite, on avait quelques points de divergence, notamment sur l'immigration. Et évidemment que nous ne pouvons pas accepter que les Européens nous disent « prenez vos enfants, sinon on va vous enlever des visas ». Parce qu'il y a une responsabilité partagée. Donc, nous nous sommes parlé franchement et nous nous sommes mis d'accord sur des solutions acceptables pour les deux continents. Ensuite, évidemment, détérioration du climat. L'Afrique est le pays et le continent le plus pollué alors que c'est le moins pollueur. Or, cela entraîne la raréfaction des richesses, donc la pauvreté, donc l'immigration et le terrorisme. C'est pourquoi nos partenaires sont d'accord avec nous que l'Afrique ne doit plus être un pays pourvoyeur de matières premières et marché pour les produits finis. L'Afrique, comme a dit le président de la BAD, doit maîtriser l'énergie, avoir des infrastructures routières et ferroviaires, maîtriser les nouvelles technologies de la santé afin de pouvoir transformer ces matières premières sur place et de donner du travail à ces jeunes. Mais en attendant qu'on résolve ce problème qu'est le développement, il faut qu'on trouve des solutions immédiates pour trouver du travail pour nos jeunes et les encourager à ne plus émigrer. Je pense que donc l'Union européenne, sous la direction du président de la Commission Juncker, a aussi pris des décisions extrêmement importantes financièrement, parce que très souvent on accuse nos partenaires de nous faire des promesses, et des grandes promesses, mais concrètement, à la réalisation, on ne voit rien au bout. Et je pense que les choses ont beaucoup changé sous le président Juncker, nous devons le remercier. Mais nous aussi, nous devons être à la hauteur parfois. Nous sommes très en retard dans la présentation des dossiers bancables et notre capacité d'absorption est parfois faible. Donc il doit y avoir des efforts de deux côtés. Chacun a ses faiblesses, chacun de nous doit agir pour se montrer ses faiblesses afin que nos peuples puissent bénéficier de ces différents fonds. Voilà donc ce qui a été essentiel. Nous avons écouté les jeunes. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. On ne peut pas décider à la place des jeunes. Pourquoi nous avons écouté les jeunes déjà à N'Djamena et ici, les jeunes ont pu parler, présenter leurs préoccupations et ce qu'ils veulent. C'est à partir de leurs préoccupations et de leurs souhaits que nous allons travailler. Voilà donc ce qui est sorti de ce sommet. Nous félicitons donc, beaucoup de chefs d'État sont venus et ils ont tous été bien accueillis. Ça encore, c'est le mérite de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais passer la parole maintenant au président Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen. Merci. Merci, Monsieur le Président. We have just ended a successful fifth African Union-European Union Summit. Its theme was youth, and we heard input from African and European youth representatives, which brought a new energy to our discussions.
As you know, the European Union is Africa's biggest partner and closest neighbor, its biggest investor, its biggest trading partner, its biggest provider of development aid and humanitarian assistance, as well as its biggest contributor in peace and security. And this summit demonstrated our determination to reinforce our partnership even more, strengthening our dialogue on migration enhances our efforts, and it complements what we agreed in Valletta in 2015. Migration has a significant impact on both of our continents. So we have a joint responsibility to acknowledge it as an important part of our relationship, which requires that we act together. This is especially true when it comes to the situation in Libya, with the most cynical abuse of human beings. Let me repeat my call to impose UN sanctions on human smugglers and traffickers. And let me also say that we will not be effective if we do not ensure that the people caught up in Libya and elsewhere can return safely to their homes. On the European side, I have again called on my colleagues to live up to their commitment to replenish the EU Trust Fund for Africa. And I am sure that we will make it. In fact, we already did. Let me conclude by thanking all our African Union partners, especially President Condé and Chairperson Faki, for the excellent cooperation in preparing and during the summit. And of course, President Ouattara and the Ivorian people for their warm hospitality here in Abidjan. And allow me to quote again one of my favorite sayings, an African proverb, which I find particularly fitting for this summit. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Thank you. Merci. Comme vous l'avez constaté, notre sommet a été couronné par l'adoption de deux déclarations majeures. Une déclaration conjointe reprenant les thématiques que nous avions débattues depuis hier. Qu'il s'agisse de l'investissement dans la jeunesse pour un développement durable, qu'il s'agisse de notre partenariat en matière de paix et sécurité, qu'il s'agisse de la mobilité et de la migration. Et ce matin, nous avions abordé la question de la gouvernance dans son ensemble. Nous avons également adopté une déclaration conjointe. Celle-là, elle va au-delà de l'Union africaine et de l'Union européenne parce que nous avions associé les Nations unies et d'autres partenaires sur la situation des migrants en Libye. Je voudrais rappeler que nous avons envoyé, nous, à la Commission de l'Union africaine, la commissaire aux affaires sociales qui s'est rendue à Tripoli et qui est revenue hier ici à Abidjan pour nous rendre compte de ce qu'elle a constaté. Elle a visité un camp juste à Tripoli où se trouvent 3800 migrants africains, majoritairement des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont des femmes et des enfants qui sont dans une situation inhumaine. Tous veulent le plus rapidement possible sortir de ces guêpiers. Et pour cette raison, nous avons convenu de concert avec l'Union européenne et les Nations unies, notamment à travers l'OIM, de mettre en place une task force pour agir maintenant pour rapatrier au moins ces 3800. Ça, il ne s'agit que d'un seul camp. Le gouvernement libyen nous a dit qu'il y en a 42. Et certainement qu'il y en a un peu plus que ça, parce qu'on parle entre 400 et 700 000 migrants africains en Libye. Il faut d'abord, dans un premier temps, secourir d'urgence ceux qui sont dans cette situation et nous réfléchissons ensemble, avec les autorités libyennes, avec les Nations unies, l'Union européenne, pour trouver des solutions plus pérennes à cette question de la migration. C'est un sujet qui a fait partie de nos discussions et de notre partenariat.
Je voudrais dire que la question de la jeunesse, la question des femmes, en fait, c'est la question de l'ensemble des continents parce que c'est la majorité. Comment investir dans la jeunesse? Nous, en tant que responsables politiques, nous avons le devoir de les soutenir, de les accompagner. Mais il faut que cette jeunesse également comprenne que rien n'est facile dans cette vie, que tout s'obtient par le travail. Et donc, si, j'ai d'ailleurs à juste raison, aussi bien en Afrique qu'en Europe, nous avons mis l'accent sur la jeunesse parce que c'est elle, non seulement la majorité, mais c'est elle les forces vives qui peuvent changer la situation dans ce continent. C'est cette jeunesse-là qui est le moteur du changement, ce sont les forces vives. Alors qu'il s'agisse de la formation professionnelle, qu'il s'agisse du financement des entreprises ou tout ce qu'entreprennent cette jeunesse, je crois qu'il y a des mécanismes, il y a des outils que nous devrions mettre en place le plus rapidement possible. Je sais que nous ne pourrons convaincre que par l'action. Personne aujourd'hui, et moins encore les jeunes, ne se suffiront des promesses. Je crois qu'il y a des mécanismes bien déterminés qui peuvent être opérationnels le plus rapidement possible. Et donc, il faut que ce travail soit fait en concertation et de manière très professionnelle. Merci. Monsieur le Président. Oui, bonjour. Tout a été dit, mais pas encore par moi. Alors, je vais ajouter 2 ou 3 remarques. La première pour dire que le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne est un partenariat d'égal à égal, puisque nous avons tous, Africains et Européens, la même dignité. Il fut d'usage pendant trop longtemps que les Européens ont fait la leçon aux Africains. Ce temps est révolu. Nous ne sommes pas venus pour donner des leçons à nos amis africains. D'ailleurs, nous ne sommes pas venus pour recevoir des leçons, mais nous sommes parlé d'égal à égal. J'ai pu rappeler que l'Europe est un partenaire fiable de l'Afrique, puisque l'Union européenne est le premier investisseur en Afrique. En 2015, nous avons investi 32 milliards d'euros en Afrique. L'Afrique connaît comme premier exportateur l'Europe. 41% du commerce extérieur de l'Afrique relève du commerce entre l'Afrique et l'Europe. Nous accordons beaucoup d'importance aux jeunes qui furent au centre de nos débats. Nous suivons avec attention tout ce qui est africain. Donc nous savons que l'Afrique est un jeune continent. 60% des Africains sont moins âgés que 25%. C'est une chance énorme puisque les Africains, et notamment les jeunes, sont d'une très grande qualité. Mais il faudra que nous investissions davantage en Afrique, raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Au lieu de jeter les jeunes et les moins jeunes dans le malheur et donc dans l'eau, il faut investir sur place pour donner du travail aux jeunes pour qu'ils puissent trouver leur bonheur en Afrique. La même remarque s'applique à l'égard du fonds fiduciaire Afrique que nous avons mis en place, qui s'élève à 3,2 milliards. Nous avons évidemment discuté à différents niveaux de la situation en Libye. Le président de la Commission africaine vient d'y faire référence. Nous avions, lui et moi, une réunion avec le secrétaire général de l'ONU hier matin et nous sommes d'accord sur le lancement d'une task force composée de représentants de l'ONU, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Sur ce plan comme sur d'autres, nous allons intensifier nos relations. Je reste convaincu qu'ensemble, l'Afrique et l'Union européenne, nous pouvons faire de grandes choses. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Ladies and gentlemen, I will now open the floor to questions. Kindly state the media house that you're representing, and please keep your questions succinct because we have a very tight schedule. So I will pass the microphone to the reporter. Thank you. I'm Lachlan Carmichael for AFP News Agency.
to both the EU and African leaders here, what obligations have you undertaken to speed up the returns of migrants from the camps in Libya? Specifically, what are you going to do? And logistically, how are you going to do it? How are you going to get the airplanes and organize the flights? And over what period of time do you think thousands of people will actually return to their home countries? One more question. On répond immédiatement, non? Jean-Claude? Bon, je pense que nous avons pris des décisions très importantes. Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition de la task force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Ce que nous sommes félicités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'attend pas tout de l'extérieur, nous sommes capables nous-mêmes. Mais nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport. Nous nous sommes dit aussi la vérité. En Libye, il n'y a pas d'État. La preuve, ces gens se trouvent à quelques kilomètres de Tripoli. Et le Premier ministre ne pouvait même pas nous informer. Il a fallu qu'on envoie une commissaire pour avoir ces informations. Donc on n'a plus de complicité de langue de bois, on se dit la vérité. Mais, par respect de la souveraineté quand même de la Libye, nous allons demander le droit d'atterrissage des avions. C'est-à-dire nous allons multiplier le nombre d'avions, c'est mis à la décision par le Maroc, mais par l'Union européenne, par la France, par l'Allemagne, etc., pour que les 3800, là au moins, soient rapidement, puis sont volontaires de partir, puissent rejoindre. Chacun des pays membres qui ont des citoyens là-bas vont envoyer tout de suite un représentant pour délivrer les laissez-passer pour qu'ils puissent partir immédiatement. Donc, cela doit se faire immédiatement pour l'évacuation de ces 3800. Ensuite, maintenant, nous verrons progressivement dans les autres camps. Il ne s'agit pas d'attendre dès maintenant, cela va être fait, puisque la logistique est prête. Elle est prête. Microphone. Hello? Okay. Peter Fabricius, the Daily Maverick, Johannesburg. Could I ask both the presidents of the EU and the AU Commission to elaborate on the suggestion that was made by President Macron of France yesterday that there could be some kind of military or police action taken against the slavers and the human traffickers? Thank you. It's difficult for me to give an answer to this question because the European Union and the European Commission don't have any kind of competence in the military field. So member states have to react to what President Macron was proposing yesterday. De toutes les façons, il y a des réseaux criminels, des trafiquants qui se trouvent aussi bien en territoire libyen que dans d'autres États africains et en Europe. C'est toute une filière. Et pour lutter contre un phénomène de cette nature, il faut nécessairement une coopération en matière de renseignement, en matière de police. C'est ça qui est à l'ordre du jour pour démanteler, parce que c'est un trafic organisé. Pour arrêter ces phénomènes, il faut naturellement remonter à ces filières, remonter à leurs sources de financement, et je crois que cela nécessite la coopération de tous les États du monde. Il faut identifier ces gens, il faut tarir les ressources et il faut les traduire en justice. Je pense que ça, c'est une démarche absolument logique. Okay. Representatives from African media. Thank you. Je suis la correspondante de la BBC ici sur place. Vous parlez depuis un moment de nouvelles relations entre l'Europe et l'Afrique, mais pour l'instant c'est de la théorie, mais concrètement, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que vous avez des exemples concrets à me donner? Est-ce que ça veut dire également que l'Europe reconnaît avoir un déséquilibre dans ses relations avec l'Afrique et comment elle va le corriger? Et ensuite, est-ce que c'est pas parce que quand on a un avantage dans une relation, pourquoi perdre cet avantage? Est-ce que c'est pas parce que justement l'Europe maintenant a peur et des migrants et du terrorisme qu'elle veut rééquilibrer la relation entre les deux continents?
Je pense qu'on a un exemple concret. Le grand problème de l'Afrique, c'est l'énergie. Vous savez que 60% au moins, sinon 70% des Africains n'ont pas accès à l'énergie. Lorsque nous étions à Johannesburg avant le COP21, nous avons fait une pétition signée par tous les chefs d'État que nous avons adressée au président Hollande, président de France, organisateur du COP21. Nous avons soumis 4 préoccupations. Nous avons dit que si ces préoccupations ne sont pas prises en charge, aucun de nos États ne votera au COP21. Nous avons transmis ces résolutions à nos ministres des Affaires étrangères. Et les 4 points ont été adoptés, notamment l'énergie. Les grandes puissances se sont engagées à financer pour 10 gigawatts en Afrique entre 2016 et 2020. Et l'Union européenne s'est engagée pour 5 gigawatts. Nous avons créé l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable. C'est une initiative africaine. Nous l'avons créée à Kigali. Et nous avons mis en place un conseil d'administration que je préside. Nous avons déjà adopté à Conakry 14 projets et à New York 14 projets. C'est une initiative africaine. C'est nous qui décidons quels sont les projets que nous voulons faire, que ce soit énergie hydraulique, énergie solaire et éolienne. Voilà, ça c'est très très concret. Deuxièmement, il est évident que le développement de l'immigration qui entraîne la montée de l'extrême droite, vous voyez que depuis la fin de la Deuxième mondiale, c'est la première fois que l'extrême droite rentre au Parlement. Il est évident que cela aussi a contribué à la prise de conscience renforcée de l'Europe. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'a dit le président Juncker, réellement, nous ne sommes plus dans la coopération aide assistante. Nous sommes dans la coopération d'une coopération gagnant-gagnant. Parce que comme nous avons mis l'accent sur l'importance des entreprises privées. Il ne s'agit pas de don, il s'agit d'investir en Afrique. Et je pense que chacun de nous a intérêt. Nous voulons que l'Afrique remplace la Chine comme usine du monde et que nous puissions fournir à l'Europe nos produits finis. Je pense que donc c'est très concret. C'est vrai que nous avons été habitués à beaucoup de promesses qui n'étaient pas tenues, mais il faut savoir aussi que cette page est tournée. Mais nous avons notre responsabilité aussi, nous chefs d'État africains. Parce que, comme disait Mme Merkel, bien sûr, l'Europe est responsable du sous-développement, mais lorsque la femme d'un chef d'État africain va faire des courses aux Champs-Élysées, même s'il n'y a pas d'électricité, les enfants ont des portables. Donc, ils voient, et ça aussi, ça contribue à l'immigration. C'est-à-dire que nous aussi, chefs d'État, nous devons gérer nos maigres ressources au profit des couches les plus défavorisées, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Si on les gère pour une minorité, on contribue ici à l'immigration. Donc, il ne s'agit pas seulement de voir la santé des Européens, mais aussi la santé des chefs d'État africains. Je pense que c'est très clair entre nous aujourd'hui. Avec la permission du président en exercice, j'ajouterais que ne serait-ce que pour des raisons historiques. L'Afrique a été occupée par des pays européens colonisés. Ce sont tissés des relations qui n'ont jamais été justes ni équitables. Maintenant que l'Afrique est majeure, elle est totalement aujourd'hui dans son ensemble indépendante, elle s'est organisée dans le cadre d'une organisation continentale, elle a élaboré sa vision qui est dans l'agenda 2063, elle a des partenariats avec l'ensemble du monde, et donc il est temps, naturellement, avec nos amis européens, d'évaluer notre coopération. Les ACP, ça fait 42 ans. Nous sommes en discussion, ça va arriver à terme en 2020. Je pense que ce genre de relations a vécu. Et donc, il faut absolument évaluer ensemble, et chacun, je l'espère, trouvera son compte. Donc, il n'y a pas de monopole, et nous parlons franchement d'égal à égal, chacun défendant son intérêt, et l'Afrique a le droit de s'industrialiser, a le droit de choisir le partenariat qui lui est le plus favorable. Et je pense qu'on a également des défis communs, ne serait-ce qu'à cause de la proximité géographique. Nous avons des défis communs, le terrorisme, le banditisme, la criminalité transfrontalière, où nous devons travailler ensemble pour y faire face. Ce sont autant d'exemples sur lesquels, je crois, nous sommes en train de travailler pour renforcer notre coopération, mais avec une dimension de plus d'équité et de défense d'intérêts pour tout un chacun. Ajoute aussi qu'aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Nous avons créé l'histoire des champions. Le président Alassane Ouattara est le seul à parler de l'agenda 2063, le droit du moral de l'immigration, etc. Et nous sommes unis. Quand l'Afrique est unie, elle gagne la preuve. Nous l'avons démontré à Genève,
lorsque notre candidat a été élu comme directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Notre faiblesse était notre division, parce que nos États ne sont pas grands, mais unis, nous sommes forts et nous pouvons faire en sorte qu'on respecte nos positions. Excellencies, if you'll allow me one more question from a female journalist. We've only had 2 questions. So one more question, then I will close the press conference. Is it on? Okay. Natasha Butler, Al Jazeera English. Yesterday, the UN Secretary General spoke here at this summit, and he said that when it comes to migration, one of the things that is needed is more legal means, legal pathways for Africans to go to Europe. Is that something that you discussed and something which you would envisage? As a maybe I will start with clearly we must continue working on legal ways of migration. But saying that today there are no legal ways at all is simply not correct. Last year, EU countries issued 3.4 million residence permits to third country nationals. Only in 2016. And citizens of Middle East and North Africa countries are among the top 10 beneficiaries. And as you may know, Europe takes in some 45% of the world's international students, including from Africa. The EU countries are among the most generous countries to resettle refugees directly from conflict zones. In fact, frankly speaking, we have no other partners here. So saying that there are no ways of legally entering Europe is simply wrong and just plays into the narrative of the traffickers. But there should be no way of entering Europe illegally. And this is why you have to put the whole issues in right proportions. We have to strengthen this process of legal migration, but at the same time, we have to stop together illegal migration. This is I think, our common obligation. Autorisez encore 2 questions, parce que pour la première fois, on a pu finir avant l'heure. Et deuxièmement, il ne faut pas que les journalistes pensent qu'on a peur de répondre. Donc, autorisez encore 2 ou 3 questions. OK. Avec votre permission, Monsieur le Président, sur la question de la migration. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Il y a des raisons objectives, subjectives et même affectives. Ne serait-ce que du fait de l'histoire partagée avec l'Europe. Aujourd'hui, s'est introduit un phénomène qui est celui de la criminalité et du trafic. Mais en réalité, les jeunes Africains n'ont pas vocation à quitter le continent. Nous travaillons au niveau de l'Union africaine et demain, nous aurons une réunion à Niamey sur la zone de libre-échange économique continental. C'est d'ouvrir les frontières à l'intérieur du continent et peut-être que beaucoup ne le savent pas, ce sont des millions de migrants africains à l'intérieur du continent. Comparé à ceux qui franchissent la Méditerranée pour les raisons que j'ai expliquées, je crois que c'est une minorité. Sur cette question, nous pensons que, de concert avec l'Europe, il peut y avoir dans le cadre de la mobilité organisée, il peut y avoir des gens qui ont étudié là-bas, c'est pour cela que je parle d'affectif et d'historique. Il y a des gens qui veulent aller et revenir, il faut créer ces conditions. Mais pour nous, notre objectif, c'est de maintenir cette jeunesse dans le continent, qu'elle travaille à l'intérieur du continent pour le progrès et le développement de ce continent. Il faut montrer que sur 24 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il y a 6 millions d'immigrés. Okay. Microphones, please give to one of the journalists. Is that lady there? Give the microphone. Please proceed with your question.
Okay. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Roxane Ouattara, journaliste Afrique Presse. Ok. Nous avons été impressionnés par la mobilisation des chefs d'État aussi bien européens qu'africains. Certaines recommandations ont été faites concernant l'immigration clandestine et l'emploi des jeunes. Cependant, existe-t-il un mécanisme de suivi des recommandations de ce sommet pour éviter que les questions de ce sommet-là reviennent encore sur la table le sommet prochain, en fait. Moussa. C'est bon? Avant la tenue de ce sommet, vous savez qu'en 2017, le thème de l'Union africaine, c'est investir dans la jeunesse. Et à cette occasion, une grande consultation des jeunes africains a eu lieu, notamment à N'Djamena, ensuite à Addis. Et le sommet des chefs d'État et du gouvernement a décidé de la mise en place d'un fonds pour la jeunesse. Ça, c'est un processus interne à l'Union africaine. Déjà, il a été affecté 1% du budget et en janvier prochain seront soumis les dispositions concernant la gouvernance de ce fonds. Cette question étant partagée par l'Europe, nous en avons fait le thème de ces 5e sommets. C'est dire, et nous avons convenu, puisque la périodicité de nos rencontres, c'est 3 ans, à terme, les 2 commissions ont convenu de faire l'évaluation de tout ce que nous avons convenu. Il est bien vrai que par le passé, les résultats attendus n'ont pas été à la hauteur des attentes suscitées. Je crois que dans le cadre de l'amélioration et du suivi de l'évaluation de ce que nous aurons convenu, nous sommes tenus de faire le point et avant la tenue du sommet prochain. Comme je le disais, il y a des mécanismes, il y a des instruments, il y a des financements qui sont annoncés, il faut les affiner et surtout, il faut les rendre effectifs. Dernière question. S'il vous plaît, dernière question. Messieurs, bonjour, je suis Frédéric Gara de RFI Abidjan. Cette question s'adresse aux 4 protagonistes. Monsieur Moussa Faki a dit qu'il fallait cesser les déclarations incantatoires. Vous avez encore dit ce matin qu'il fallait entendre la jeunesse. Le président Ouattara a dit qu'il avait bien entendu le message des revendications des jeunes. Première question toute courte, est-ce que vous étiez atteint de surdité jusqu'à maintenant? Parce que ces revendications ne sont pas nouvelles, ça fait des années qu'on entend les jeunes revendiquer de l'emploi, de la formation, de la richesse, du bien-être. Question subsidiaire, expliquez-nous par quel miracle vous allez réussir aujourd'hui vos engagements. Je ne doute pas de votre bonne volonté, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de déclaration. Pourquoi les gouvernants, qui pour la plupart étaient déjà là au 4e sommet, au 3e sommet, au 2e sommet, vont réussir demain, ce qu'ils n'ont pas réussi ces 5 derniers sommets? Parce que la différence, c'est qu'avant, l'Afrique ne parlait pas d'une seule voix et n'agissait pas ensemble. Alors l'Afrique francophone, anglophone, espagnole, etc. Nous avons mis fin à cela maintenant et à un continent. À partir du moment où nous sommes unis, ils sont obligés de tenir compte. Quand on est divisé, nos pays sont faibles. Donc, on peut ne pas respecter. Mais maintenant, nous sommes unis, nous parlons d'une seule voix et nos partenaires ont compris qu'aujourd'hui, nous voulons prendre notre destin en main et résoudre les problèmes africains. Hier, nous avons été d'accord. Quand nous avons dit qu'il n'y a pas d'État en Libye, nous avons dit qu'il n'y a pas d'État en Libye. Mais concrètement, nous avons rappelé à nos partenaires que nous étions contre l'intervention en Libye. Au G8, nous avons dit n'intervenez pas. Votre intervention va avoir 2 conséquences. La somalisation de la Libye n'aura pas d'État. Et comme la Libye est internationale, la prolifération des armes chez nous et du terrorisme. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est une erreur. Le président Obama l'a dit que c'est la plus grande erreur qu'il ait commise. Le président Macron a dit à Ouaga que c'est une grande erreur. Mais c'est facile de dire que c'est une erreur, mais nous savons les conséquences. Donc, nos amis européens ont compris maintenant qu'ils doivent écouter l'Afrique. Que c'est nous qui connaissons nos problèmes, qui connaissons les solutions. C'est parce que l'Afrique était faible que nos partenaires ne respectent pas leurs engagements. À partir du moment où ils ont affaire à un continent déterminé, pas dans une seule voie, sans cacophonie qu'on peut plus diviser, il est évident que les choses changent. Désormais, donc, nous avons la possibilité d'amener nos partenaires à respecter leurs engagements. Ceci étant, nous mettons fin à la conférence de presse et nous vous remercions. Thank you very much. Excellence.